Chapitre 23. Un secret dans une valise. Je proposais à Griselda de rentrer à la maison en faisant un tour du côté des fouilles. J'avais hâte de savoir si la police s'était mise à l'œuvre et ce qui avait pu en résulter. Mais ma femme avait quelque chose à faire à la maison et je partis seule pour cette expédition. Je trouvais Hearst en train de diriger les opérations. Rien, ça ne donne rien, du moins jusqu'à présent, m'annonça-t-il. Et pourtant, pour une cachette, il n'est pas de meilleur endroit. D'ailleurs, où voulez-vous qu'aille la jeune fille, par le sentier? Il n'y a pas d'autre issue. Cold Hall est ici. Il est probable, dis-je, que l'endormi jugerait trop simple d'interroger directement la jeune fille. Il tient, en effet, à ne rien ébruiter. Tout ce qu'elle écrit à Stone et tout ce que Stone lui écrira peut jeter quelque lumière sur l'affaire. Mais si elle se sent surveillée, elle ne dira rien. Je doute fort, pour ma part, que Gladys Cram puisse garder le silence sur quoi que ce soit. Elle est tellement bavarde. Quand un homme est un imposteur, vous voulez savoir pourquoi il est imposteur, reprit Hearst en pontifiant. Bien sûr. Eh bien, c'est ici que nous devons trouver la réponse. Ici, dans ces fouilles. Autrement, pourquoi y aurait-il toujours été fourré? C'était un prétexte pour rôder dans les environs? Suggérai-je. Que voilà donc l'opinion d'un profane. Mais vous n'avez toujours pas trouvé la valise? Nous la retrouverons, Mr. Clément. Vous pouvez être tranquille. Je n'en doute pas. Mais croyez-vous, j'ai réfléchi. Miss Marple a déclaré qu'il s'était écoulé très peu de temps entre les deux passages de la jeune fille sous ses fenêtres. Dans ces conditions, je ne pense pas que Gladys ait pu venir jusqu'ici. Vous n'allez pas vous fier à ce que racontent les vieilles femmes, tout de même. Quand il se produit quelque chose d'extraordinaire, d'anormal, elles sont sur le qui-vive, pour ainsi dire, et le temps qui passe leur paraît court. D'ailleurs, les femmes n'ont pas la moindre notion du temps. Je me suis souvent demandé pourquoi l'on est si aisément porté à généraliser. Les généralisations sont rarement conformes à la vérité, pour ne pas dire toujours fausses ou erronées. Ainsi, moi, qui ne suis pas une femme, je n'ai guère la notion du temps. C'est même pour cela que j'avance régulièrement ma pendule. Et je jurerais, au contraire, que Miss Marple en a une notion beaucoup plus exacte. Ses pendules sont fidèles à 1 minute près et elle est elle-même toujours à l'heure. Mais je n'allais pas discuter là-dessus avec Hearst. Je lui dis au revoir, lui souhaitait bonne chance et le quittai. C'est en rentrant à la maison que cette idée m'est venue tout à coup. Elle surgit dans mon esprit comme une solution tout à fait possible. Vous vous rappelez que, la première fois que je pris le sentier, le lendemain du crime, j'avais constaté, à un certain endroit, que les broussailles avaient été écartées et foulées aux pieds. Je crus, sur le moment, qu'elles avaient été piétinées ainsi par Laurence, car nous avions tous les deux suivi le même chemin. Nous avions ensuite remarqué une autre piste à peine indiquée. C'était celle de l'inspecteur. Or, en y réfléchissant, je me rappelais maintenant et fort nettement
que la première était beaucoup plus visible que la seconde, comme si plusieurs personnes étaient passées par là. C'était même, sans doute, cela qui avait attiré l'attention de Laurence. N'étaient-ce point les traces laissées par le passage du docteur Stone et de Miss Cram? Je croyais même me souvenir d'avoir vu, à cet endroit, plusieurs branches cassées dont les feuilles étaient fanées, ce qui indiquait que le premier passage était un peu antérieur au moment de nos recherches. Je reconnus facilement les lieux. Une fois de plus, je me frayais un chemin à travers les buissons. Je remarquai tout de suite de nouvelles branches cassées. Quelqu'un était encore passé par là. Je parvins bientôt à l'endroit où j'avais rencontré Laurence. La piste continuant, je la suivis. Elle aboutissait assez brusquement à une clairière. Nulle herbe, nulle végétation. Seules les branches des arbres recouvraient de leur ombre cette petite étendue. Un peu plus loin, au contraire, la végétation devenait plus dense. Il était clair que personne n'était passé récemment. Pourtant, à un endroit, les buissons semblaient avoir été dérangés. Je me dirigeais de ce côté et écartais des mains les broussailles. Mon effort allait être récompensé. J'aperçus devant moi quelque chose de brun qui brillait. Avec quelle fièvre j'étendis le bras. Non sans difficulté, je saisis bientôt une petite valise. Je ne pus retenir un cri de joie. J'avais réussi. Hearst avait eu beau me rabrouer, c'étaient mes arguments qui l'emportaient. Il ne pouvait y avoir de doute. Cette valise était celle de Miss Cram. J'essayai de l'ouvrir, mais elle était fermée à clé. En me relevant, je vis un petit morceau de cristal brun. Automatiquement, je le ramassai et le mis dans ma poche. Puis, j'empoignai ma trouvaille et revins par le sentier. Comme j'allais passer la barrière du jardin, une voix, toute proche et émue, me cria. « Oh, Mister Clément, vous l'avez trouvé? Comme vous êtes habile !» À part moi, je me dis que, vraiment, Miss Marple n'a pas sa pareille pour vous voir sans être vue. Et je posai la valise sur la palissade qui nous séparait. « C'est bien celle-là, » dit notre voisine. « Je la reconnaîtrai entre mille. » La brave femme exagérait peut-être un peu. Il y a, par le monde, des milliers de ces valises à bon marché. Elles se ressemblent toutes. Il serait à peu près impossible d'en identifier une par clair de lune et à une telle distance. Mais, enfin, je devais mon triomphe à Miss Marple et je pouvais bien lui pardonner cette petite exagération. « Elle est fermée, n'est-ce pas, Mister Clément ?»« Oui, je vais la porter tout de suite à la police. » « Ne croyez-vous pas qu'il serait préférable de téléphoner ?» Miss Marple avait raison. Le mieux était de téléphoner. Traverser le village, cette valise à la main, c'eût été donner à ma découverte une publicité inutile. Je passai par le jardin de la vieille dame et j'entrai par la porte-fenêtre. Là, dans le calme salon, toute porte close, je téléphonai les dernières nouvelles. L'endormi me répondit qu'il serait là dans un instant.
Il était, quand il arriva, d'une humeur exécrable. « Alors, vous l'avez trouvé ?» grogna-t-il. « Mais savez-vous, Mister Clément, que vous ne devriez pas garder de tels objets en votre possession. Si vous saviez où cette valise était cachée, vous auriez dû en référer aux autorités compétentes. » « C'est tout à fait par hasard, expliquai-je. Une idée qui m'est passée par la tête. » « Oui, on dit ça. Des bois aussi étendus et vous êtes tombé, comme ça, juste au bon endroit. » J'aurais pu développer pour l'inspecteur les diverses phases du raisonnement qui m'avaient conduit à faire cette découverte, mais il était arrivé à me buter, comme d'habitude. Je gardai le silence. « Alors ?» fit l'endormi en regardant la valise avec dédain, et comme si tout cela lui était indifférent. « Alors, on pourrait peut-être voir ce qu'il y a dedans. » Il s'était muni d'un trousseau de clés et de fils de fer. En un tournement, la serrure fut ouverte. Je ne sais pas au juste ce que nous avions espéré trouver, probablement quelque chose de sensationnel. Or, le premier objet qui apparut à nos yeux fut une écharpe graisseuse. L'endormi la prit. Nous aperçûmes alors un manteau bleu foncé, tout passé de couleur, hors d'usage, puis une casquette à carreaux. « Sale marchandise !» dit l'inspecteur. Nous retirâmes encore une paire de chaussures aux talons éculés et tout déformés. Au fond de la valise, il ne restait plus qu'un paquet enveloppé dans un journal. « Probablement une vieille chemise ?» dit l'inspecteur avec quelque dépit, tout en déchirant le papier. À peine avait-il dit ces mots que je le vis suffoquer, tant était grande sa surprise. Le paquet venait de livrer son secret. De petits objets en argent et un plat rond de même métal. Miss Marple poussa un cri. Elle avait reconnu ces objets. « Ce sont les salières du colonel Prothero. Et ce plat est le fameux plat du temps de Charles II, auquel il tenait tant. Qu'est-ce que tout ça veut dire ?» L'inspecteur était devenu très rouge. « Alors, voilà de quoi il s'agissait, » grogna-t-il. « D'un vol. Mais ce que je ne m'explique pas, c'est qu'on ne n'ait jamais prévenu que quelque chose avait disparu. » « Il est probable qu'on ne s'en est pas encore aperçu, » dis-je. « Ces objets de grande valeur ne devaient pas servir souvent. Le colonel les enfermait peut-être dans son coffre-fort. » « Il faut que je tire tout cela au clair. Je vais aller tout de suite à Old. Ainsi, voilà pourquoi notre ami Stone se faisait rare. Il devrait craindre que nous ne découvrions le poteau rose. Il aura redouté une perquisition au sujet de l'affaire et il aura demandé à sa secrétaire d'aller cacher tout ça dans les bois avec des vêtements de rechange. Sans doute pensait-il venir chercher la valise pendant la nuit. Et Miss Cram reste à Sainte Mary Maid pour détourner les soupçons. Mais une chose est certaine, ceci n'a rien à voir avec le crime. C'est une autre affaire. » L'endormi replaça les objets dans la valise et il partit en refusant le verre de sherry que lui offrait Miss Marple. « Enfin, dis-je, voici un mystère éclairci. L'inspecteur a raison.
Il n'y a aucun motif de soupçonner Stone d'avoir tué Prothero. En effet, approuva Miss Marple. Et elle ajouta: Vous savez, on ne peut jamais être sûr de rien. En tout cas, on voit mal le mobile. Il avait pris ce qu'il voulait. Il ne lui restait qu'à disparaître. Oui, bien sûr. Miss Marple, c'était visible, n'était qu'à moitié satisfaite. Je la regardais avec curiosité. J'ai tout à fait tort, reprit-elle avec une grande vivacité. Je n'entends rien à ce sorte de choses. Pourtant, je me demande si cette argenterie a une grande valeur. Je sais qu'on a vendu, l'autre jour, une pièce de la même époque, 1000 livres sterling. Je ne parle pas seulement de la valeur du métal. Non, une telle pièce a surtout une valeur d'expert. Elle n'intéresse que des connaisseurs. C'est ce que je voulais dire. Ce sont des choses d'un placement difficile. Il faut du temps pour préparer la vente et celle-ci ne peut avoir lieu que dans le plus grand secret. Autrement dit, si le vol était connu et porté à la connaissance du public, ces objets ne seraient pas vendables. Je ne vois pas très bien. Je m'exprime mal. Elle devenait de plus en plus nerveuse. Mais il me semble que ces choses ne pouvaient pas être volées. Il aurait fallu au moins les remplacer par des copies. Sans cela, voyons, le vol eût été découvert un jour ou l'autre. Votre raisonnement ne manque pas d'ingéniosité, n'est-ce pas? Mais, comme vous le disiez, une fois la substitution accomplie, il n'existait plus de raison d'assassiner le colonel. Oui, c'est bien mon sentiment. Nous sommes donc d'accord. Mais je me demande encore une chose. Le colonel, vous le savez, parlait toujours de ce qu'il allait faire. Il lui arrivait même de ne pas faire tout ce qu'il annonçait. C'est ainsi qu'il disait. Quoi donc? Qu'il ferait estimer son argenterie par un expert de Londres, pour la succession. Non, ce n'était pas pour la succession, c'était pour l'assurance. On lui avait dit que c'était une chose à faire et il en avait beaucoup parlé. C'était, à l'entendre, très important. Évidemment, je ne sais pas s'il avait vraiment demandé que l'expertise ait lieu, mais s'il l'avait demandé. Je comprends, dis-je lentement. Oui, l'expert se serait aperçu tout de suite qu'il se trouvait en présence de faux et le colonel n'aurait pas manqué de se rappeler qu'il avait montré ces objets au docteur Stone. Mais cette expertise a-t-elle eu lieu? Stone, si malin, se serait jeté dans la gueule du loup? Je vois où vous voulez en venir. Il faut que nous sachions exactement comment les choses se sont passées. J'allais au téléphone. On me donna la communication avec Old Hall et je parlais à Anne Prothero. Non, ce n'est pas grave. L'inspecteur est-il chez vous? Non? Alors, il est en route. Dites-moi, chère madame, savez-vous si les objets de valeur ont été expertisés? La réponse fut prompte et nette. Je remerciai et raccrochai le récepteur. Puis, me tournai vers Miss Marple.
C'est clair. Le colonel s'était entendu avec un expert de Londres pour que celui-ci vienne lundi, c'est-à-dire demain, et fasse une estimation générale. L'affaire a été remise à plus tard en raison de la mort de Prothero. Il y avait donc un mobile, dit doucement Miss Marple. Un mobile? Oui, mais c'est tout. Vous semblez oublier qu'au moment où le coup de feu a été entendu, le docteur Stone venait de rejoindre Lawrence et Mrs. Prothero. C'est vrai, dit Miss Marple. Et cela suffit pour l'innocenter. Chapitre 24. Un courrier abondant. À mon retour au presbytère, je trouvais Havès qui m'attendait dans mon bureau. Il allait et venait nerveusement dans la pièce et mon entrée le fit sursauter. « Je vous en prie, excusez-moi, dit-il en s'épongeant le front. Mais depuis quelque temps, j'ai les nerfs à bout. Mon cher ami, il faut absolument que vous partiez vous reposer. Sinon, vous allez tomber malade et il ne le faut pas. Je ne puis pas déserter mon poste. Non, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Qui vous parle de désertion? Vous êtes malade et je suis certain que Haydock serait de mon avis. Haydock, qu'est-ce que c'est que ce docteur? Un médecin de campagne plus ou moins ignorant. Vous êtes injuste envers lui. Il passe, au contraire, pour un excellent praticien. Peut-être, c'est possible. Mais je ne l'aime pas. D'ailleurs, ce n'est pas ce que je suis venu vous dire. Je voulais vous demander si vous seriez assez aimable pour prêcher pour moi ce soir. J'en suis absolument incapable. Mais certainement, je célébrais le service à votre place. Non, non. Je tiens à célébrer le service. Je me sens très bien. C'est seulement l'idée de monter en chair, d'avoir tous ces regards fixés sur moi. Il ferma les yeux et fit une légère grimace. Il est clair qu'il se passe quelque chose d'anormal chez Havès. Il parut deviner ma pensée, car il ouvrit les yeux et tout de suite. Je n'ai pas grand-chose. Ce sont seulement ces maux de tête, ces terribles maux de tête qui me torturent. Pourriez-vous me faire donner un verre d'eau? Certainement. J'allais le tirer moi-même au robinet. Sonner est chez nous un exercice tout à fait inutile. Je lui apportai l'eau et il m'en remercia. Il prit dans sa poche une petite boîte de carton, l'ouvrit et en sortit un cachet qu'il avala avec une gorgée d'eau. Une poudre contre le mal de tête, expliqua-t-il. Je me demandais soudain si Havès ne se droguait pas. Cela aurait expliqué ses singularités. Vous n'en prenez pas trop, j'espère. Non, oh, non. Le docteur Haydock m'a dit de ne pas en abuser. Mais c'est tellement merveilleux. J'éprouve un réel soulagement. Et, vraiment, son agitation avait déjà disparu. Il paraissait calme. Il se leva. Alors, vous allez prêcher ce soir. C'est très gentil de votre part.
Pas du tout. Et je tiens également à célébrer le service. Allez vous reposer. Non, plus un mot. Je ne veux pas en entendre davantage. Il me remercia de nouveau, puis il dit, en regardant la fenêtre, Vous êtes monté à Old Hall aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Excusez-moi, mais vous l'avait-on demandé? Je le regardais, surpris. Il rougit. Encore une fois, excusez-moi, mais je pensais que peut-être il y avait quelque chose de nouveau et que c'était pour cela que Mrs. Prothero vous avait envoyé chercher. Je n'avais pas du tout l'intention de satisfaire la curiosité de Havès. Elle voulait discuter avec moi des dispositions à prendre pour les funérailles et d'une ou deux autres choses. Oh, c'était seulement pour ça? Je ne répondis pas. Il ne tenait plus en place et, au bout d'un instant, reprit. Mr. Redding est venu me voir hier soir. Je n'arrive pas à imaginer pour quelle raison. Il ne vous l'a donc pas dite? Il m'a simplement confié qu'il avait eu l'idée de venir me voir, pensant que je devais me sentir bien seule le soir. Cependant, il n'était jamais venu auparavant. Eh bien, mais sa compagnie est, dit-on, très agréable, répliquai-je en souriant. Pourquoi donc vient-il me voir? Cela ne me plaît pas. Il éleva la voix qui devient perçante. Il a parlé de revenir. Qu'est-ce que tout cela signifie? Quelle idée pensez-vous qu'il puisse avoir derrière la tête? Allons, qu'allez-vous chercher là? Ça ne me plaît pas, répéta Havès avec obstination. Je n'ai jamais été contre lui. Je n'ai jamais insinué qu'il était coupable. Et même quand il s'accusait lui-même, j'ai dit que sa culpabilité paraissait tout à fait invraisemblable. Si j'ai jamais soupçonné quelqu'un, c'est Archer, mais pas lui. Pour Archer, c'est tout à fait différent. Un ruffian, un homme sans foi ni loi, un ivrogne, pour tout dire. N'êtes-vous pas un peu sévère? Après tout, nous ne savons pas grand-chose de lui. Un braconnier qui sort de prison pour y rentrer, il est capable de tout. Vous ne croyez tout de même pas que c'est lui qui a tué Prothero? Demandai-je avec curiosité. Havès ne répondait jamais oui ou non. Je l'avais souvent remarqué. Mais ne pensez-vous pas, vous-même, monsieur, que c'est la seule solution possible? Autant que je sache, il n'y a aucune preuve contre lui. Et ces menaces? Reprit Havès vivement. Vous oubliez ces menaces. Je suis lasse d'entendre parler des menaces d'Archer. Si j'ai bien compris, on ne possède aucune preuve qu'il en ait jamais proféré. Il était décidé à se venger du colonel. Il aura bu pour se donner du courage et, après, il aura tiré sur lui. C'est une supposition gratuite. Mais vous admettez bien que c'est tout à fait probable. Non. Que c'est possible, alors. Possible? Oui. Havès
me regardait en dessous. Pourquoi ne croyez-vous pas que c'est probable? Parce que, dis-je, un homme comme Archer n'aurait pas l'idée de tuer avec un revolver. Ce n'est pas l'arme qu'il choisirait. Havès parut déconcerté par mon argument. Évidemment, ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Croyez-vous vraiment qu'on puisse faire cette objection? Demanda-t-il. Lui paraissait en douter. À mon avis, c'est une erreur grossière de croire qu'Archer a commis ce crime. En face d'une affirmation aussi catégorique, Havès ne trouvera rien à dire. Il me remercia de nouveau et partit. J'étais allé le reconduire jusqu'à la porte d'entrée et je trouvai 4 lettres sur la table du vestibule. Elles avaient quelques caractères communs. Toutes avaient, sans aucun doute, été écrites par des femmes. Toutes, elles portaient la mention « à remettre d'urgence » et la seule différence que je remarquai, c'est que l'une d'elles était sensiblement plus sale que les autres. Leur ressemblance me donna la curieuse impression de voir, non pas double, mais quadruple. Marie sortit de la cuisine et me surprit en train de les examiner. « On les a apportées après le déjeuner, » dit-elle, « sauf une que j'ai trouvée dans la boîte. » Je les pris et les emportai dans mon bureau. La première était ainsi conçue. Cher Mr. Clément, il est venu à ma connaissance une chose dont je crois devoir vous informer. Cela concerne la mort de ce pauvre colonel Prothero. J'aimerais avoir votre avis pour savoir si je dois avertir ou non la police. Depuis la mort de mon cher mari, je vais éviter toute publicité, quelle qu'elle soit. Peut-être pourriez-vous venir me voir quelques minutes cet après-midi. À vous sincèrement, Marthe Price Ridley. J'ouvris la seconde. Cher Mr. Clément, je suis si ennuyée, j'ai l'esprit si préoccupé, je ne sais pas ce que je dois faire. Il m'est revenu quelque chose qui, je crois, peut avoir de l'importance. Mais j'ai horreur d'avoir affaire à la police pour quoi que ce soit. Je suis si tourmentée, si embarrassée. Serait-ce trop vous demander, cher pasteur, que de vous prier de venir quelques minutes m'aider, comme vous le faites si bien d'habitude, à éclaircir mes doutes et mon inquiétude? Excusez-moi de vous importuner. À vous sincèrement, Caroline Wetherby. J'aurais pu dire ce que contenait la troisième avant de la détacher. Cher Mr. Clément, des propos de la plus extrême gravité me sont venus aux oreilles. Je crois que vous devez être le premier à les connaître. Voulez-vous venir me voir cet après-midi, n'importe à quelle heure? Je vous attendrai. Cette épître comminatoire était signée Amanda Hartnell. J'ouvris la 4e missive. J'ai fort, heureusement, très peu reçu de lettres anonymes. C'est, à mon avis, l'arme la plus basse et la plus cruelle. Celle-ci ne faisait pas exception. Il était évidemment que son auteur avait feint de paraître illettré, mais plusieurs remarques que je fis m'inclinèrent à penser le contraire. Cher pasteur, je crois que vous devez être mis au courant de ce qui se passe.
Votre femme a été vue sortant furtivement du cottage de Mr. Redding. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont bien ensemble tous les deux. Je pense qu'il vaut mieux que vous le sachiez. Un ami. Je poussai une exclamation de dégoût et, froissant le papier, je le lançai dans la cheminée juste comme Griselda entrait. « Que jetez-vous là avec un tel mépris ?» demanda-t-elle. « Une ordure, dis-je. Je pris une allumette dans ma poche, la craquai et me baissai, mais Griselda, plus vive, avait déjà saisi la boulette de papier froissé et l'avait dépliée avant que j'aie pu l'en empêcher. Elle lut, poussa une petite exclamation de dégoût et me rendit la lettre en se détournant. J'y mis le feu et m'amusai à la voir brûler. « Laine ?» dit-elle sans se retourner. « Qu'y a-t-il » ? « Je vais vous faire un aveu. Ne m'en empêchez pas, je le veux. Quand Laurence Redding est venue ici, je vous ai laissé croire que je l'avais très peu connu. Ce n'était pas vrai. Je le connaissais bien. La vérité, c'est qu'avant de vous rencontrer, j'ai été amoureuse de lui, autrefois. Je crois que beaucoup de femmes l'ont été. Il fut un temps où j'étais absolument folle de lui. Je ne veux pas dire que je lui ai écrit des lettres compromettantes, ni de ces stupidités comme on le fait dans les romans. Mais j'étais très éprise de lui. Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit cela ? Ah, je ne sais pas trop si... Pourtant, c'est que, pour certaines choses, vous êtes si ridicule. Parce que vous êtes beaucoup plus âgé que moi, vous imaginez que je pourrais aimer quelqu'un d'autre. J'ai craint que vous ne cessiez de m'ennuyer si vous saviez que Laurence et moi, nous avions été amis. Vous êtes très forte pour dissimuler, fis-je en me rappelant ce qu'elle m'avait dit dans cette même pièce moins d'une semaine auparavant et la façon naturelle et ingénue dont elle l'avait dit. C'est vrai, j'ai toujours su cacher ce que je voulais cacher. Je dirais même que j'aime le faire. Et sa voix avait un accent de plaisir assez puéril. Mais quand je vous ai dit que j'ignorais tout au sujet d'Anne, c'était la vérité. Et même, je me demandais pourquoi Laurence était si différent et pourquoi il ne me prêtait plus aucune attention. Je ne suis guère habituée à cela. Griselda s'arrêta un instant. Comprenez-vous, Laine ? Reprit-elle avec anxiété. Oui, dis-je. Je comprends. Mais étais-je bien sûre de comprendre ? Chapitre 25. Commère et commérage. J'eus de la peine à repousser l'impression que m'avait faite ce billet anonyme. La calomnie salit toujours. Cependant, je pris les 3 autres lettres, je regardai l'heure et je partis. Je me demandais ce qui avait bien pu parvenir ainsi en même temps à la connaissance des 3 dames. Il devait s'agir du même événement. J'allais vérifier que, sur ce point, mon sens psychologique se trouvait en défaut. Je tins à passer par le commissariat.
Je voulais savoir si l'inspecteur était rentré de Old. J'appris qu'il était de retour et que Miss Cram était revenue avec lui. La blonde Gladys était, en effet, assise dans le bureau. Elle semblait prendre assez bien les choses. Elle nia absolument avoir porté la valise dans les bois. Sous prétexte qu'une vieille commère n'a pas d'autre chose à faire qu'à passer ses nuits à regarder par la fenêtre, vous tombez sur moi. Rappelez-vous qu'elle s'est déjà trompée lorsqu'elle a prétendu m'avoir vue au bout du chemin le jour du crime. Si elle a fait une telle erreur en plein jour, comment aurait-elle pu me reconnaître au clair de lune? C'est inouï de voir le toupet de ces bonnes femmes. Elles diraient n'importe quoi. Et moi qui dormais innocemment dans mon lit, vous devriez avoir honte. Mais si la propriétaire du sanglier bleu reconnaissait la valise comme étant la vôtre, Miss Cram, si elle soutient une chose pareille, elle se trompe. Il n'y a aucun nom, aucune adresse. Tout le monde a une valise semblable. Quant à accuser ce pauvre docteur d'être un voleur, lui, avec tous ses titres. Alors, Miss Cram, vous refusez de vous expliquer? Je ne refuse pas. Vous êtes trompé, un point c'est tout. Vous et votre Miss Marple qui se mêle de tout. Je ne dirai pas un mot de plus. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Et je m'en vais, à moins que vous ne me fassiez arrêter. Pour toute réponse, l'inspecteur se leva et ouvrit la porte. Miss Cram sortit, la tête haute. Ainsi, voilà l'attitude qu'elle prend, dit l'endormie en revenant s'asseoir. Elle nie tout. Évidemment, la vieille dame a pu se tromper. Il ne se trouvera pas un seul juge pour admettre qu'on puisse reconnaître quelqu'un à une distance pareille, même par clair de lune. Oui, la vieille dame a pu se tromper. Elle a pu se tromper, dis-je. Mais ce n'est guère probable. D'habitude, Miss Marple a raison. C'est même pour cela qu'elle est si impopulaire. L'inspecteur ricana. Oui, c'est ce que dit Hearst. Mon Dieu, quel village! Et l'argenterie, inspecteur? Tout paraît normal. Naturellement, un des deux lots doit être truqué. Mais il y a un très bon expert à McBenham. Je lui ai téléphoné et je l'ai envoyé chercher en auto. Nous serons bientôt fixés. Car, ou bien le vol était déjà commis, ou il allait l'être. Dans un cas comme dans l'autre, ça revient à peu près au même, du moins en ce qui nous concerne. Un vol est si peu de choses en comparaison d'un crime. Ni Stone, ni elle ne sont mêlés au crime. Alors, il vaut mieux la laisser partir. Nous pourrons peut-être intercepter une correspondance intéressante. Je me demande. C'est dommage pour Mr. Redding. C'est pas souvent qu'on rencontre des gens comme lui, qui se mettent en quatre pour vous obliger. En effet, approuvai-je en souriant. Les femmes vous causent toujours un tas d'ennuis, dit sentencieusement l'inspecteur. Il soupira, puis ajouta à ma grande surprise. Il y a toujours cet Archer. Ah, vous avez songé à l'accuser? Mais certainement. C'est même la première idée qui m'est venue à l'esprit.
Il n'était pas besoin que des lettres anonymes nous mettent sur sa trace. Des lettres anonymes? Vous avez reçu des lettres anonymes? Oh, c'est l'habitude. Nous en recevons au moins une douzaine par jour. Oui, on nous a mis en garde contre Archer. Comme si la police n'était pas capable de savoir à quoi s'en tenir. Archer a été soupçonné dès le début. L'ennui, c'est qu'il peut fournir un alibi. Je sais bien que cela ne signifie pas grand-chose, mais il est bien difficile tout de même de ne pas prendre cet alibi en considération. Qu'entendez-vous en disant que cela ne veut pas dire grand-chose? Voilà. Il paraît qu'il a passé l'après-midi avec 2 amis. Un tel témoignage ne peut pas avoir beaucoup de valeur. Des hommes comme Archer et comme ses camarades, on leur ferait jurer n'importe quoi. On ne peut pas croire un mot de ce qu'ils disent. Nous sommes fixés là-dessus, nous autres. Mais tout le monde ne le sait pas. Et un jury se compose de tout le monde, malheureusement. Les jurys ignorent tout. 10 sur 12 croient tout ce qu'affirment les témoins, sans tenir compte de leur moralité. Et vous pouvez être tranquille, Archer lui-même jurera ses grands dieux que ce n'est pas lui le coupable. Il n'est pas si complaisant que Mr. Redding, dis-je en souriant. Pour ça, non, fit l'inspecteur. Il doit tout de même être assez naturel qu'on se cramponne à la vie. Rêvai-je tout haut. Vous seriez surpris de savoir combien de criminels s'en sont tirés à cause de la trop grande sensibilité du jury, dit l'inspecteur assez mélancoliquement. Croyez-vous vraiment qu'Archer soit coupable? J'avais été frappée, dès le début de cette affaire, par le fait que l'endormi ne paraissait avoir aucune idée personnelle sur le crime. Son seul critérium semblait tenir dans la plus ou moins de facilité qu'il avait à obtenir un témoignage. Je voudrais en être un peu plus sûr, avoua-t-il. Ah, si j'avais une empreinte digitale ou une trace de pas, ou si on l'avait aperçu dans les parages. Actuellement, je ne veux pas me risquer à l'arrêter. On l'a bien vu, 1 ou 2 fois, autour de la maison de Mr. Redding, mais il soutient que c'était pour parler à sa mère. C'est une brave femme, la mère Archer. Voyez-vous, j'ai toujours la même opinion sur cette affaire. Ah, si je pouvais obtenir une preuve du chantage, une preuve formelle. Mais peut-on obtenir quoi que ce soit de précis dans toute cette histoire? Tout n'est qu'une théorie. Théorie, théorie. C'est bien dommage qu'il ne soit pas trouvé une seule vieille dame pour habiter votre rue, monsieur Clément. Je parie qu'elles auraient vu ce qu'il fallait voir. Ces derniers mots me remirent mes rendez-vous en mémoire et je pris congé de l'endormi. C'était la première fois que je le trouvais d'humeur agréable. Ma première visite fut pour Miss Hartnell. Elle devait me guetter par la fenêtre, car je n'eus même pas le temps de sonner. Déjà, elle avait ouvert la porte et, serrant la main dans les siennes, elle m'entraînait à l'intérieur. « Que vous êtes aimable d'être venu? Passons par ici. Nous serons mieux pour parler. » Nous entrâmes dans une pièce minuscule, grande comme une cabane à lapins. Miss Hartnell ferma la porte et, dans le plus grand mystère, m'indiqua un siège. Il n'y en avait que 3. Elle semblait s'amuser énormément.
Je ne suis pas une femme qui aime les histoires, commença-t-elle d'un ton enjoué. Puis, baissant la voix comme pour s'adapter aux exigences de la situation, vous n'ignorez pas que tout ce qu'on dit fait le tour du village. Je ne le sais que trop, malheureusement. Nous sommes d'accord, alors. Personne n'a plus que moi horreur des commérages. Mais nous assistons à de tels événements que j'ai cru de mon devoir de dire à l'inspecteur que j'étais allée chez Mrs. Lestrange l'après-midi du crime et qu'elle n'était pas chez elle. Je ne m'attends pas à être remerciée parce que je fais mon devoir, mais je le fais quand même. Sur cette terre, on ne rencontre qu'ingratitude. Tenez, hier encore, Mrs. Baker... Oui, oui, dis-je, voulant éviter la tirade habituelle. C'est, en effet, bien triste. Mais vous disiez, les gens du peuple ne connaissent pas leur meilleur ami. Lorsque je visite les pauvres, je ne manque jamais de leur dire quelques paroles de circonstance. Ah, je n'en suis jamais remerciée. Vous avez donc mis l'inspecteur au courant de votre visite à Mrs. Lestrange? Mais oui, il ne m'en a, d'ailleurs, su aucun gré. Il m'a répondu qu'il me demanderait des renseignements quand il en aurait besoin. Il n'a pas employé exactement ce mot-là, mais ça revient au même. Je ne sais pas où on recrute nos policiers à présent. Moi non plus. Mais vous alliez dire quelque chose? J'ai décidé que, désormais, je ne ferai plus aucune confidence à ces gens-là. Après tout, un pasteur est un gentleman. Elle rectifia. Du moins, il en est quelques-uns. Je crus deviner qu'elle me rangeait au nombre de ses élus. Si je puis vous être utile, commençai-je. J'ai conscience d'accomplir mon devoir, dit Miss Hartnell, et elle ferma la bouche d'un petit claquement de sec. Je ne voudrais pas avoir à raconter ces choses-là. J'ai horreur de ça, mais le devoir est le devoir. J'attendais. On m'a laissé entendre, continua-t-elle en rougissant un peu, que Mrs. Lestrange prétend être restée tout le temps chez elle et qu'elle n'a pas ouvert la porte parce que ça ne lui plaisait pas. Non, mais en voilà des manières. Je suis allée chez elle poussée par l'idée d'accomplir mon devoir. Être traitée de la sorte? Elle a été souffrante, dis-je doucement. Souffrante? Quelle blague! Vous êtes trop détaché de ce monde, Mister Clément. Cette femme n'est pas malade. Ou elle l'est pour ne pas assister à l'enquête. Ah, vraiment? Avec un certificat du docteur Haydock. Haydock. Mais elle le conduit par le bout du nez. Où en étais-je donc? Je n'étais guère plus fixée. Avec Miss Hartnell, il est difficile de faire le partage entre le récit des faits et les commentaires plus ou moins méchants qu'elle ne manque jamais d'en faire. Ah, oui, je disais que j'étais allée chez Mrs. Lestrange. Quand elle vient soutenir qu'elle est restée à la maison, cet après-midi-là, elle raconte des sornettes, car je sais qu'elle n'y était pas. Comment pouvez-vous le savoir? Le visage de Miss Hartnell s'empourpra. Chez quelqu'un de moins haineux, on eût pu croire à une très grande timidité.
J'ai frappé, expliqua-t-elle, et j'ai sonné 2 fois, sinon 3. Il m'est même venu à l'idée, tout à coup, que la sonnette ne fonctionnait peut-être pas. Je constatais avec plaisir qu'en disant cela, Miss Hartnell était incapable de me regarder en face. C'est le même entrepreneur qui a construit toutes nos maisons. Or, les sonnettes qu'il installe sont aussi facilement entendues de l'extérieur que de l'intérieur. Miss Hartnell connaît ce détail aussi bien que moi. Je ne voulais pas déposer ma carte dans la boîte, cela n'aurait pas été poli. Et, malgré les défauts que je puis avoir, je ne suis pas impolie. Elle dit cela sans broncher. Aussi, poursuivit-elle, ai-je pensé à faire le tour de la maison et à frapper au carreau. J'ai regardé par toutes les fenêtres. Il n'y avait personne, absolument personne. Je comprenais très bien ce qui s'était passé. Profitant de ce qu'elle croyait la maison vide, Miss Hartnell avait voulu satisfaire sa curiosité. Elle m'avait choisi pour me raconter son histoire, croyant trouver en moi un auditeur plus sympathique et indulgent que l'inspecteur. Les membres du clergé ne doivent-ils pas toujours accorder à leurs ouailles le bénéfice du doute? Je m'abstins de toute réflexion. Je posais simplement cette question. Quelle heure était-il, Miss Hartnell? Autant que je me rappelle, il devait être tout près de 6 heures. Je suis rentrée directement chez moi. Il était alors 6h10. Mrs. Prothero est arrivée vers 6h30. Elle venait de quitter le Dr. Stone et Mr. Redding. Et, pendant ce temps, le pauvre colonel était couché sur votre bureau, assassiné. Quel triste monde! C'est un monde, en effet, bien désagréable, parfois. Je me levai. Alors, c'est tout ce que vous aviez à me dire? Je croyais que ça pouvait avoir quelques intérêts. C'est bien possible. Ne voulant pas en entendre davantage, je me retirai, à la grande déception de Miss Hartnell. Miss Weatherby, chez laquelle je me rendis ensuite, m'accueillit avec la plus vive émotion. « Cher pasteur, comme vous êtes aimable. Avez-vous pris le thé, au moins? Vraiment, vous ne voulez rien prendre? Là, asseyez-vous dans ce fauteuil. C'est si gentil d'être venu aussi vite, toujours prêt à se dévouer pour les autres. » La conversation se poursuivit un bon moment sur ce ton. Miss Weatherby usa d'un tas de circonlocutions avant d'arriver au fait. D'abord, il faut que vous sachiez que je le tiens de la meilleure source. À Sainte-Marie-Maid, la meilleure source, c'est presque toujours la première domestique venue. Ne pouvez-vous pas me dire... Non, j'ai promis d'être discrète, monsieur Clément. Et, pour moi, une promesse est une chose sacrée. Elle prit son air le plus solennel. Mettons, susurra-t-elle, que c'est un petit oiseau qui m'a dit... Comme ça. C'était complètement idiot. J'aurais bien dû exprimer ma pensée, rien que pour voir la réaction de mon interlocutrice. Mais déjà, elle continuait.
Donc, ce petit oiseau m'a confié qu'il avait vu une certaine dame dont le nom ne sera pas prononcé non plus. Un autre oiseau, probablement. À ma très vive surprise, Miss Wetherby partit d'un grand éclat de rire et, me tapant familièrement sur le bras, « Cher pasteur, dit-il gaiement, ne soyez donc pas si taquin. » Lorsqu'elle eut retrouvé son sérieux, elle se mit en devoir de poursuivre. Oui, une certaine dame. Et où croyez-vous qu'elle allait, cette dame? Elle a tourné dans la rue du presbytère. Seulement, auparavant, elle a longtemps inspecté l'horizon. Sans doute voulait-elle s'assurer que personne ne la voyait. Et le petit oiseau, dans tout cela, dis-je, que faisait-il? Il était chez le marchand de poissons, dans la pièce au-dessus du magasin. C'est ainsi que j'appris où les bonnes de notre village vont passer leurs jours de sortie. Il n'y a qu'un endroit où elles ne vont jamais quand cela leur est possible, c'est au grand air. Or, il était presque 6 heures, continua Miss Wetherby, en se penchant mystérieusement. Oui, et c'était quel jour? Miss Wetherby poussa un petit cri. Mais voyons, c'était le jour du crime. Ne vous l'ai-je donc pas dit? Je m'en doutais. Mais comment s'appelle cette dame? Son nom commence par un L. Miss Wetherby n'en dit pas davantage. Devinant que ses révélations étaient épuisées, je me levai. Vous n'allez rien dire à la police, surtout, dit-elle en me prenant les mains. J'ai horreur de toute publicité. Et, pour aller déposer devant le tribunal, rester là debout? Dans certains cas, dis-je, on permet aux témoins de demeurer assis pour faire leur déposition. Je pris congé de Miss Wetherby sur cette boutade. J'avais encore à voir Mrs. Price Ridley. Celle-ci entra tout de suite dans le vif du sujet. « Je ne veux rien avoir avec la justice, » déclara-t-elle en me serrant fortement la main. « Vous me comprenez, n'est-ce pas? D'un autre côté, étant au courant de quelque chose, j'ai pensé que les autorités devaient être également averties. » Cela concerne-t-il Mrs. Lestrange? Demandai-je. Pourquoi cela concernerait-il Mrs. Lestrange? Rétorqua Mrs. Price Ridley avec quelque froideur. Elle marquait sur moi un léger avantage. Il s'agit d'une chose bien simple, continua-t-elle. Clara, c'est ma bonne, était allée à la barrière pour respirer l'air frais pendant quelques minutes. Du moins, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais j'en doute et je crois plutôt que c'était pour attendre le livreur du marchand de poissons. Ce petit freluquet s'imagine que, parce qu'il a 17 ans, il peut faire la cour aux filles. Enfin, que vous disais-je? Ah, oui. Clara se laissait compter fleurettes lorsqu'elle a entendu le bruit d'un éternuement. Allons bon. J'attendais la suite. C'est tout, dit Mrs. Price Ridley. Je vous répète qu'elle a entendu éternuer. Et ne venez pas me dire que je peux me tromper et que
Clara n'a que 19 ans. Pourquoi? En effet, n'aurait-elle pas entendu éternuer? Mrs. Price Ridley me regarda avec pitié. Elle a entendu éternuer le jour du crime, à une heure où il n'y avait personne chez vous. Comprenez-vous? L'assassin était certainement caché dans les alentours et il guettait l'occasion. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, chercher un homme qui a un rhume de cerveau. Ou un qui ait le rhume des foins, insinuai-je. Mais, voyez-vous, madame, je crois qu'il est facile d'éclaircir ce mystère. Notre bonne a été fortement enrhumée tous ces temps-ci. Elle nous agaçait même avec ses perpétuels reniflements. C'est elle que votre bonne a entendue. C'était un homme qui éternuait, coupa Mrs. Price Ridley, sur un ton qui n'admettait pas de réplique. D'ailleurs, de notre barrière, on ne pourrait pas entendre votre bonne, alors qu'elle est dans la cuisine. Vous ne pourriez pas davantage entendre quelqu'un qui éternuait dans le bureau. Ou, du moins, j'en doute fort. Je vous dis qu'il pouvait être caché dans les massifs. Après le départ de Clara, il aura pénétré chez vous par la porte d'entrée. Tout est possible. J'essayai de prendre un ton convaincu, mais je n'y parvins pas, sans doute, car Mrs. Price Ridley me fixa avec insistance. Oh, je suis habituée à ce qu'on ne tienne aucun compte de ce que je dis. Est-il même nécessaire que je vous apprenne encore qu'une raquette que l'on laisse traîner par terre sans la mettre sous presque est une raquette perdue? Et les raquettes coûtent cher au jour d'à présent. Cette attaque sournoise s'était produite sans rime ni raison. J'en restais absolument abasourdi. Vous n'êtes peut-être pas de cet avis? Demanda Mrs. Price Ridley. Oh, mais si, certainement. J'en suis bien aise. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Après tout, cette affaire, moi, je m'en lave les mains. Elle se renversa en arrière et ferma les yeux comme si elle avait été fatiguée de l'existence. Je la remerciai et lui dis au revoir. À la porte, je me risquai à demander quelques précisions à Clara. « C'est vrai, monsieur, dit-elle. C'est vrai. J'ai bien entendu éternuer. Et je vous jure que ce n'était pas un éternuement ordinaire. Tout ce qui touche à un crime n'est jamais ordinaire. Le coup de feu n'est pas ordinaire. L'éternuement n'était pas un éternuement courant. Ça devait être un éternuement spécial à la race des assassins. Je demandai à cette brave fille à quelle heure ça s'était passé. Elle fut très vague. Entre 6h15 et 6h30, peut-être. En tout cas, c'était avant que sa maîtresse reçût le fameux coup de téléphone qui l'a fait défaillir. Je la priai de me dire encore si elle avait entendu une détonation quelconque. Elle prétendit en avoir entendu une formidable. Bref, il ne fallait pas ajouter beaucoup de créance au dire de Clara. Au moment de franchir la barrière, j'eus l'idée d'aller voir un ami. Je jetai un coup d'œil à ma montre. J'avais juste le temps de faire cette visite avant le service du soir. Je descendis la rue jusque chez Haydock. Il vint à ma rencontre.
Il paraissait plus ennuyé que jamais. Cette affaire l'avait extraordinairement vieilli. « Je suis bien content de vous voir, dit-il. Quoi de neuf ? » Je lui fis part de nos découvertes à propos de Stone. « Un voleur de taille !» s'exclama-t-il. « Cela explique bien des choses. Il avait certainement potassé son sujet, mais il a pourtant commis, devant moi, de lourdes erreurs. Prothero a dû s'en apercevoir aussi. Vous rappelez la querelle qui s'est élevée entre eux? Et Miss Cram, qu'en pensez-vous? Est-elle mêlée à l'affaire? On ne sait pas encore. Pour moi, je ne crois pas. Elle est tellement bête. Ce n'est pas du tout mon avis. Je la croirais même plutôt assez fine. Et elle déborde de santé. Ce n'est pas elle qui dérangera mes confrères. Je dis encore à Haydock mes craintes à l'égard de mon vicaire et j'ajoutais que je désirais beaucoup lui voir prendre un long repos. Haydock parut gêné. Sa réponse sonnait un peu faux. Oui, cela vaudrait mieux, dit-il lentement. Pauvre garçon, pauvre garçon. Je croyais que vous ne l'aimiez guère. Je ne l'aime pas beaucoup, en effet. Mais j'ai pitié de tant de gens que je n'aime pas. Il ajouta, après un court silence, « Il m'arrive bien de prendre en pitié le sort de Prothero. Pauvre vieux. Personne ne l'a jamais beaucoup aimé non plus, celui-là. Il était trop orgueilleux et si fier. Un tel mélange ne plaît guère. Il paraît qu'il a toujours été ainsi, même dans sa jeunesse. » Vous l'avez donc connu? J'ignorais, mais oui. J'exerçais tout près de chez lui alors qu'il habitait le Westmoreland. Il y a bien longtemps de cela. Presque 20 ans. Je songeais. Il y a 20 ans, Griselda avait 20 ans. Ah, oui, le temps est une drôle de chose. Est-ce là tout ce que vous êtes venu me dire, Clément? J'étais surpris de cette question. Haydock me fixait avec attention. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Insista-t-il. Je fis signe que oui. En entrant, tout à l'heure, je m'étais demandé si je devais ou non parler. Je décidai de parler. J'aime Haydock plus que n'importe qui au monde. C'est un brave homme, dans tous les sens du mot. J'eus même l'impression que ce que j'avais à lui dire pourrait lui être utile. Je lui rapportai donc mes conversations avec Miss Hartnell et Miss Wetherby. Il demeura longtemps silencieux. Longtemps. Puis, « C'est vrai, Clément, dit-il enfin. C'est vrai. J'ai fait tout mon possible pour éviter des ennuis à Mrs. Lestrange. C'est une vieille amie. Mais ce n'est pas la seule raison qui m'a fait agir ainsi. Le certificat que j'ai délivré n'est pas un certificat de complaisance, comme vous vous l'êtes tous imaginé. » Il s'arrêta, puis dit d'un ton grave. « Ceci demeurera entre nous, Clément. Mrs. Lestrange est perdue. » Comment? Elle se meurt. Je lui donne 1 mois à vivre, 1 mois au plus.
Vous étonnerez-vous maintenant que je tienne tant à lui éviter les ennuis des interrogatoires et de tout cela? Il s'arrêta encore, puis reprit. Lorsqu'on l'a vue tourner dans cette rue, le fameux soir, c'est ici qu'elle venait, dans cette maison. Vous n'aviez jamais parlé de cela? Je ne voulais pas donner prise au commérage. 6 à 7, ce n'est pas mon heure de consultation. Tout le monde le sait. Mais vous pouvez me croire sur parole si je vous dis que c'est chez moi qu'elle est venue. Pourtant, elle n'y était pas lorsque je vous ai envoyé chercher après la découverte du crime. Non. Il paraissait troublé. Elle était partie. Elle avait un rendez-vous. De quel côté ce rendez-vous? Chez elle? Je n'en sais rien, Clément. Ma parole d'honneur, je n'en sais rien. Je le crus, et pourtant. Et si un innocent était pendu? Dis-je encore. Il secoua la tête. Non, personne ne sera pendu pour le meurtre du colonel Protero. Croyez-moi. C'est précisément ce que je ne pouvais pas faire. Cependant, quelle certitude dans sa voix! Personne ne sera pendu, répéta-t-il. Archer? Il n'est pas assez intelligent pour avoir essuyé sur le revolver les empreintes digitales. Ça, c'est peut-être vrai, dis-je sans beaucoup d'enthousiasme. Alors, un souvenir me revint et, tirant de ma poche le petit morceau de cristaux bruns que j'avais trouvé dans les bois, je lui tendis et lui demandai ce que c'était. Dit-il avec quelques hésitations. On dirait de l'acide picrique. Où diable avez-vous trouvé ça? Ça, c'est le secret de Sherlock Holmes. Il sourit. Qu'est-ce que l'acide picrique? Demandai-je. Comment? Vous ne savez pas? Mais c'est explosif? Sans doute, mais cela peut servir aussi à autre chose? Il approuva de la tête. On l'emploie en médecine comme remède aux brûlures. C'est merveilleux. Je tendis la main. Doc me rendit le paquet. On eût dit que c'était à contre-cœur. Cela n'a probablement aucun intérêt, dis-je. Mais je l'ai trouvé dans un endroit où on ne s'attend pas à trouver de l'acide picrique. Alors, vous ne voulez pas dire où? Assez puérément, je m'obstinai dans mon refus. Il avait ses secrets. Je pouvais bien avoir les miens. J'étais un peu peinée que Haydock ne m'ait pas manifesté plus de confiance.